Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Postervision. Et donc, je vais parler donc de la prise en charge de l'hémophile. Et donc, cette prise en charge a des objectifs. Le traitement de l'hémophilie, donc, repose essentiellement sur deux principes. Le premier, c'est bien entendu arrêter le saignement. Et là, on parle de traitement à la demande. Ou alors un traitement pour prévenir les saignements, surtout en intra-articulaire pour éviter les séquelles. On parlera alors de traitement prophylactique, qui est actuellement le traitement de référence des patients hémophiles. Nous avons les différents types de traitements. Vous avez donc le traitement à la demande et la prophylaxie, qu'elle soit primaire ou secondaire. Alors, quand vous recevez un enfant hémophile aux urgences, la première des choses à faire, c'est de contrôler sa carte et son carnet, bien entendu, pour typer son hémophilie, est-il hémophile A ou B, la sévérité et la présence ou non d'un inhibiteur qui peut conditionner le pronostic, comme on va le voir. Et donc, en cas d'hémorragie, c'est le traitement à la demande, dont les principes sont importants à considérer. Il faut que ce traitement soit précoce, avant les 2 premières heures, et ce, afin de limiter au maximum les séquelles. Alors, il faut absolument éduquer les enfants et leur apprendre à reconnaître et à traiter les hémorragies dès les tout premiers signes évocateurs tels que picotement, etc. La fréquence et la durée de ce traitement, bien entendu, dépend de la sévérité des accidents hémorragiques et tout traitement de tous les épisodes hémorragiques légers, voire modérés, peuvent être traités à domicile. C'est le traitement, c'est l'autotraitement. Par contre, le traitement des saignements graves doit se faire dans un milieu hospitalier. Alors, les moyens thérapeutiques dont on dispose, on en a 3. Ce sont les traitements substitutifs, c'est-à-dire le facteur 8 et le facteur 9, qui sont soit plasmatiques, soit de dérivés plasmatiques ou recombinants. Vous allez me dire quel est le choix. Bien entendu, le choix est laissé au centre de traitement. Ou alors, ce que je peux vous dire, c'est que tous les auteurs s'accordent à dire que les produits recombinants sont préférés chez l'enfant. Nous avons les facteurs activés chez l'hémophile avec inhibiteurs. Et nous avons les traitements non substitutifs. Alors, les facteurs anti-hémophiliques dont on dispose sont représentés dans le tableau ci-dessus, avec comme pour Astérix à côté du produit. Par exemple, le produit plasmatique 8, c'est Luminate, et le recombinant, c'est le Cogenate. Alors, les facteurs activés, nous en avons 2. Qui sont disponibles. Nous avons le FEIBA qui est un acronyme et qui représente un complexe prothrombinique activé qui est d'origine plasmatique, et nous avons le Novoseven qui est un facteur 7 recombinant activé et qui à très forte dose s'avère très efficace. Nous avons les traitements non substitutifs, la desmopressine que tous les pédiatres connaissent comme traitement du diabète insipide. Là, nous avons la DDAVP qui est un analogue synthétique de la vasopressine qui va induire donc une libération du facteur 8 et du facteur 9 par les cellules endothéliales. Et son effet, bien entendu, est d'augmenter les concentrations en facteur 8 et en facteur 9. Et cette réponse, il faudrait savoir qu'elle est variable en fonction des sujets et qu'elle doit être testée avant d'être utilisée. Il existe une forme veineuse, intraveineuse, et une forme nasale qui est l'Octime. L'acide tranexamique a une activité antifibrinolytique et anti-hémorragique indiscutable. Il est très intéressant, ce produit, pour arrêter les saignements, surtout des muqueuses, et réduire donc la substitution. Et c'est un véritable traitement d'appoint pour les tout petits gestes chirurgicaux. Il est à éviter en cas d'hématurie parce qu'il y a un risque de colique néphrétique. Les autres mesures, bien entendu, que tout le monde connaît, sont l'éviction de l'acide acétylsalicylique, les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les injections intramusculaires ainsi que les ponctions artérielles. Il faut bien entendu, chez l'hémophile, contrairement à ce qu'il se disait avant, encourager l'activité physique pour améliorer le tonus musculaire, la condition physique et bien sûr protéger les articulations. Bien entendu, il y a certains sports qui ne sont pas adéquats et inappropriés comme les sports de contact. Par contre, il faut encourager la natation, le cyclisme avec tous les équipements de protection.
Les autres mesures sont l'approche repos, glace ou bien ice, compression, élévation. En effet, la glace, elle réduit l'inflammation et on recommande de l'appliquer pendant 20 minutes, toutes les 4 à 6 heures, jusqu'à diminution du gonflement et de la douleur. Les traitements associés en tant qu'antalgiques, nous avons les corticoïdes et ne pas sous-estimer une douleur chez un enfant, bien sûr, qui souffre. Il faut donner les antalgiques et absolument soulager la douleur en passant par les paliers de l'OMS et ne pas hésiter, si la douleur est intense, à aller jusqu'à la morphine. Les autres volets thérapeutiques qui sont d'appoint également sont la kinésithérapie et la chirurgie orthopédique. Alors, il est habituel de dire que pour atteindre un taux de facteur hémophilique pour un saignement modéré, qu'il était de 30%, alors que pour une hémorragie plus grave, ce taux doit être supérieur à 60%. Le calcul des doses, on sait qu'une unité de facteur 8 augmente le facteur de 2% et celui du 9 l'augmente de 1%. Mais en pratique, on dit qu'il faut traiter environ de 30 à 50 unités par kilo de facteur 8 toutes les 8 heures environ et de 50 à 70 pour le facteur 9 toutes les 12 heures. Alors il faut savoir que l'hémophile ne vient pas uniquement pour les saignements. Bien que ce soit le principal motif de consultation, il peut venir pour une urgence médicale, il peut également venir pour une urgence chirurgicale, il faut savoir gérer tout ça. Nous allons voir d'abord les traitements des principaux épisodes hémorragiques. Alors les hémarthroses, oui, on sait que c'est la cause la plus fréquente des hémorragies chez l'hémophile. La précocité, on ne le répétera jamais assez. Il faut donner 20 à 30 unités par kilo, bien entendu, en fonction de l'importance de cette hémorragie et du risque de récidive. Il faut bien entendu immobiliser l'articulation par un bandage compressif et une attelle postérieure. Il faut proscrire les attelles circulaires. L'approche repos, glace, compression, élévation et de mise, ainsi que les antalgiques et les corticoïdes. La kinésithérapie doit absolument avoir lieu pour prévenir les rétractions musculo-ligamentaires et accélérer la résorption sanguine. Les hématomes également, en fonction de leur gravité et de leur localisation, nécessitent une substitution à des taux beaucoup plus élevés. Et il faut absolument donner donc des mesures spécifiques, soit 50 à 60 unités par kilo 3 fois par jour de facteur 8, ou alors en cas d'hématomes non dangereux, petits, s'abstenir. La mise au repos est également intéressante par une immobilisation par attelle et la kinésithérapie également pour accélérer cette résorption sanguine. La prise en charge ici est la même en fonction du taux de facteur 8 ou de 9, que ce soit des hémarthroses, qu'il s'agisse d'hémarthroses sévères ou graves. Et alors pour toute hémarthrose, la ponction articulaire n'est pas de mise. Elle ne doit être indiquée que lorsqu'il existe une volumineuse hémarthrose et surtout très douloureuse. Et si la ponction est indiquée, il faut absolument la faire en milieu spécialisé avec des précautions d'usage et sous substitution. Les hémorragies buccales, elles sont très fréquentes chez les jeunes enfants. Surtout, il s'agit de morsures de la langue ou des lèvres, et surtout lors d'extraction dentaire. La substitution ici est unique. Mais par contre, elle suffit. Mais par contre, il faut agir localement en nettoyant et en retirant un caillot de mauvaise qualité, faire une compression manuelle prolongée jusqu'à l'arrêt du saignement. Et ici, l'intérêt des antifibrinolytiques. Il faut également préconiser, bien entendu, une alimentation semi-liquide et froide. Les hémorragies digestives sont graves, elles nécessitent une substitution très élevée et surtout avant tout geste endoscopique et ne pas oublier, bien entendu, le traitement étiologique. Pour ce qui est des épistaxis, la substitution s'avère exceptionnelle. Par contre, le geste local est primordial. Il faut nettoyer la narine, évacuer les caillots qui sont toujours de mauvaise qualité et comprimer la tête penchée en avant et non la tête penchée en arrière. Ça, c'est très important parce que l'enfant peut déglutir son sang et vous avez par la suite, vous avez l'impression qu'il fait une hématémèse. En cas d'échec, bien entendu, il faut mettre en place une mèche résorbable.
Concernant les hématuries, alors là, la prescription d'emblée d'un traitement substitutif est à déconseiller pour les raisons que j'avais invoquées tout à l'heure, c'est-à-dire l'apparition de coliques néphrétiques, et l'action des antifibrinolytiques aussi n'est pas indiquée pour les mêmes raisons. Par contre, ce qu'on peut préconiser, c'est des boissons abondantes et donner des antalgiques en cas de douleur. Il ne faut pas oublier non plus de faire un examen cytobactériologique des urines et surtout une échographie rénale. Pourquoi? Parce qu'il faut rechercher un hématome intrarénal qui, lui, justifierait la substitution. Alors, les hémorragies intracrâniennes sont très rares, heureusement, mais elles sont très graves parce qu'il y a un risque vital qui est en jeu ou alors des séquelles neurologiques. Et là, la substitution doit être massive, aidée bien entendu par une surveillance drastique, clinique et tomodensitométrique. Et si les lésions s'avèrent présentes à la tomodensitométrie, il faut bien entendu poursuivre le traitement substitutif. Alors chez l'enfant, tout traumatisme important, devant toute douleur brutale, toute impotence fonctionnelle, tout saignement extériorisé abondant, devant toutes des douleurs rachidiennes avec torticolis qui seraient prédictives d'une hémorragie intracrânienne, il faut substituer de façon systématique. Et le message que je veux dire, c'est qu'il faut absolument assurer la première injection avant tout examen complémentaire et pendant ou avant tout transport du patient. Alors les interventions chirurgicales, bien entendu, le patient peut se présenter dans un tableau chirurgical. Il y a deux situations. Soit dans le cadre de l'urgence, vous avez un accident de la voie publique ou une appendicite aiguë. Là, il faut absolument d'abord substituer et ensuite faire les explorations et bien entendu ne pas méconnaître le risque hémorragique en cas à la chute d'escarre. Et les interventions programmées, ce sont surtout des interventions orthopédiques qui nécessitent une structure spécialisée. Alors, toute chirurgie est possible chez l'enfant hémophile, mais il faut que ce soit fait dans un centre spécialisé pour lui assurer un support en facteur et bien sûr un suivi hématologique afin de maintenir ce taux à 40% au moment de l'intervention. Il existe des chirurgies mineures et des chirurgies majeures. Les chirurgies mineures nécessitent en préopératoire une substitution et en début d'intervention maintenir un taux à 80% et le maintenir à 40% ou alors plus bas jusqu'à cicatrisation. Les chirurgies majeures nécessitent deux modes d'administration, soit en perfusion continue, soit des perfusions discontinues. Alors, on vous a dit tout à l'heure que tout pouvait se voir chez un enfant hémophile, mais les saignements intra-abdominaux peuvent simuler une urgence chirurgicale. Donc, substituer. Ensuite, faire une échographie. Si l'échographie se révèle normale, il faut demander un avis en chirurgie, puisque peut-être qu'il s'agirait d'un problème chirurgical. Sinon, il s'agit d'un hématome. Là, il faut continuer, bien entendu, la substitution. Les interventions massives invasives mineures, tout peut être fait chez un enfant hémophile. Tous les gestes, qu'ils soient veineux, artériels, lombaires, biopsie, etc., tout peut se faire. Il faut simplement faire une substitution auparavant. Les préparations à une grosse chirurgie également. Bien entendu, elles nécessitent une hospitalisation, une substitution massive. Et durant toute la rééducation, il faut aussi substituer. Donc, ça peut durer des mois et on verra que ça fait partie des traitements prophylactiques secondaires. Alors, quelles sont les complications qui sont dues au traitement? Tout d'abord, les inhibiteurs. C'est ce qu'on appelle les ACC ou anticoagulants circulants. C'est la hantise du médecin et le malheur des malades. Les infections virales. Vous savez tous que le VIH a fait 40%, a été la cause de la contamination avant 1985 et l'hépatite C dans 70 à 80% chez 80% des hémophiles. Alors, ce problème de contamination, il y a eu trois ordres, des événements décisifs dans le fait que cette contamination est reculée. D'abord, la vaccination systématique contre l'hépatite B, qui fait partie maintenant surtout des vaccinations dans le calendrier vaccinal. Vous avez les procédés d'atténuation virale qui sont faits et qui ont permis ce recul du risque, et surtout l'avènement des facteurs recombinants qui ont quand même bouleversé cette tendance. Alors les anticorps circulants, ils font partie quand même chez les hémophiles sévères, dans 15 à 35% des hémophiles A. C'est un problème difficile à gérer.
Pourquoi? Parce que la demi-vie des facteurs bypassing, ou alors le coût élevé de ces produits. Bypassing, pourquoi bypassing? Parce que ce sont des médicaments qui vont court-circuiter la coagulation normale. Alors quand il s'agit d'un faible répondeur, le problème reste plus ou moins gérable. Mais quand il s'agit de forts répondeurs, supérieurs à 10 unités bêta, l'élévation se fait rapidement après l'apport de facteur 8, et là, la prise en charge est très importante, puisque la maladie est peut-être plus grave, plus dangereuse et plus invalidante. Alors quand vous avez un hémophile A ou B avec des inhibiteurs de moins de 5 unités, là vous pouvez utiliser soit le facteur que vous avez l'habitude d'utiliser, ou alors, en fonction des circonstances hémorragiques, utiliser un facteur bypassing, tel que le Feiba ou le Novoseven. Maintenant, l'hémophile A ou B avec un titre élevé, là il faut absolument éviter le facteur 8 ou le facteur 9 et donner surtout des agents bypassing aux doses que j'ai mentionnées. Ou alors carrément induire une tolérance immune, c'est-à-dire donner de très fortes doses de facteurs 8 ou 9 pour faire disparaître ces inhibiteurs. Et bien sûr, il y a des protocoles très soutenus comme 200 unités par kilo de facteur 8 tous les jours, ou alors un peu moins, plusieurs fois par semaine. Alors il y a l'hémophilie A mineure qui souvent ne nécessite pas de substitution. Par contre, on peut, si l'enfant est connu comme bon répondeur à la desmopressine, je vous avais dit tout à l'heure de faire un test avant de l'utiliser, on peut l'utiliser et ça peut réduire la substitution avec les facteurs. Alors, quelques problèmes quotidiens, quelques problèmes pratiques pour les pédiatres. D'abord, les abords veineux. On peut faire un prélèvement à un enfant hémophile. L'essentiel, c'est de comprimer de façon manuelle pendant 10 minutes et faire un pansement semi-compressif au moins pendant 24 heures. Les vaccinations, elles sont autorisées, elles doivent être faites par voie sous-cutanée stricte, au niveau de la face externe du bras pour pouvoir comprimer et ensuite faire un pansement semi-compressif. Les plaies superficielles, quand elles sont très minimes, on peut ne pas les suturer. Un traitement local suffit. Traitement local, ça veut dire une compression. Quand elles nécessitent des sutures, vous faites les sutures sous substitution. Alors les extractions dentaires également. Il faut savoir que la chute des dents de lait, en général, n'entraîne pas d'hémorragie. Ça, il faut le savoir. Une extraction facile, quand vous avez une petite dent qui bouge, facilement vous pouvez donner des hémostatiques locaux à base soit de gouttière en résine, soit de colle biologique. Par contre, les hémorragies, les extractions traumatisantes, elles nécessitent une substitution plus importante avant le geste et après le geste. Et là, l'intérêt de donner les antifibrinolytiques pendant plusieurs jours. L'extraction de la dent de sagesse, elle doit se faire sous anesthésie générale. Pourquoi? Parce qu'il y a contre-indication à anesthésier la voie tronculaire. Alors la circoncision aussi, elle doit se faire. Il faut la faire rapide, pas à un âge avancé. D'abord pourquoi? Parce que ça coûte très cher. Donc la faire au moins entre 2 et 3 ans. Et bien entendu, substituer l'enfant jusqu'à la chute des croûtes. Ici, un tableau qui vous résume tout ce que je viens de dire, avec les hémorragies mineures, sévères ou graves, et le nombre d'injections à donner et les posologies. Alors, l'élément clé du suivi, c'est le carnet de l'hémophile. Ils sont consignés tous les éléments, tels que le type d'hémophilie, les résultats de la recherche d'inhibiteurs, les accidents hémorragiques, tous les traitements effectués, les gestes et les traitements contre-indiqués, ce qu'il ne faut pas faire, et les traitements, enfin tout ce qu'il faut faire pour un enfant hémophile. Et j'arrive rapidement au traitement prophylactique, puisque je vous ai dit que c'était le traitement de référence actuellement. Et ce traitement prophylactique, qu'est-ce que c'est en fait? C'est l'hypothèse qu'on se fait, c'est qu'on sait qu'une hémorragie sévère, un hémophile sévère va saigner, et un hémophile modéré fera beaucoup moins d'événements hémorragiques. Et donc le but de ce traitement prophylactique, c'est de transformer une hémophilie sévère en une hémophilie modérée. Bien sûr, tout ça pour prévenir les accidents hémorragiques. Alors, nous avons deux types de prophylaxie, la prophylaxie primaire et la prophylaxie secondaire. La prophylaxie primaire, la définition est claire. Ce sont des traitements qui sont débutés avant l'âge de 2 ans ou alors avant tout saignement.
Et la prophylaxie secondaire, c'est un traitement qui est initié après l'âge de 2 ans ou bien lorsqu'il y a eu plusieurs épisodes hémorragiques sur une articulation que nous appelons l'articulation cible. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients? Les avantages sont nombreux et sont incontestables. C'est bien sûr la qualité de vie qui est améliorée, la diminution des risques hémorragiques et bien entendu surtout la diminution des hémarthroses au niveau d'une même articulation qui entraînerait donc une arthropathie chronique. Bien entendu, les inconvénients sont le coût et le risque la disponibilité des produits et la nécessité, surtout pour les jeunes enfants, de la nécessité d'avoir des accès veineux solides. Il y a eu bien sûr plusieurs protocoles, et dont le premier a été initié par les Suédois. C'est des protocoles en fait qui ont la même problématique, c'est-à-dire donner des facteurs 8 plusieurs fois par semaine afin d'éviter et vraiment de prévenir ces accidents hémorragiques. Et on arrive bien entendu à l'autotraitement, c'est le but, puisque je vous avais dit que tous les épisodes hémorragiques légers pouvaient être traités à la maison et le plus précocement possible, et donc l'autotraitement est nécessaire à domicile. Ces avantages sont indéniables, c'est un meilleur contrôle de ces épisodes hémorragiques et permettent surtout une autonomie. Et en conclusion, je pourrais dire que la prise en charge de l'hémophile bien sûr, doit être précoce, on ne le répétera jamais assez, et nécessite une équipe pluridisciplinaire, et je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.